Bienvenue à French Tech Central. Donc je vois qu'on a probablement eu pas mal de no-show en raison de la météo. Donc merci à ceux qui sont venus, d'autant que certains sont venus de loin et de l'extérieur. Mais c'est vrai que du coup on a une partie de gens qui sont pas là. Et pour information, on est en Facebook Live et la vidéo sera ensuite disponible. Donc on va pouvoir diffuser les vidéos aux personnes qui n'ont pas pu venir peut-être pour des contraintes de déplacement. Je vais vous dire un mot sur French Tech Central, qui est à la fois un lieu et un projet. Donc c'est un lieu qui est dans Station F, là où nous sommes, et au deuxième étage, vous avez une sorte de coworking d'administration qui travaille là en permanence chaque semaine. Et c'est surtout un projet qui vise à réunir l'ensemble de l'expertise publique dans un même lieu, donc ici French Tech Central, où du coup vous pourrez croiser à la fois pour vos démarches préférées l'URSSAF, les douanes et les impôts. Vous pourrez trouver un accès à la recherche publique française, voilà, si vous avez besoin de faire du transfert de technologie. Et on a un dernier type un peu d'organisme public un peu particulier, dont fait partie l'Agence nationale des fréquences, qui sont des organismes qui ont une expertise à la fois technique, juridique et réglementaire assez pointue, et qui ne sont pas nécessairement sur la route de toutes les entreprises de manière obligatoire, mais qui dans certains cas le sont, et par ailleurs ont une expertise technique vraiment à partager et très intéressante. Et donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Clopeau, du coup, qui travaille au sein de cette Agence nationale des fréquences. C'est un vrai plaisir pour moi, parce qu'on a travaillé... On a échangé sur le projet depuis plusieurs semaines, mais plusieurs mois. L'agence est extrêmement présente dans le projet, très souple, et Philippe est, à titre personnel, très engagé et très disponible pour les startups de Station F et de l'extérieur. Donc c'est avec un grand plaisir que je te laisse la parole pour intervenir ici. Donc là vous voyez que j'ai oublié de passer ma slide, donc tu peux la passer. Et du coup je te laisse la parole pour présenter l'agence dans un premier temps. Merci beaucoup Louis. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir ici, surtout que les conditions climatiques sont un petit peu apocalyptiques. Donc c'est gentil d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris le risque de vous casser une jambe pour venir m'écouter. J'espère que ça ne va pas arriver. Donc je vais vous parler un petit peu de l'agence en 4 grands volets. Donc on va parler un petit peu de ce que c'est quand même l'ANFR brièvement, parce que je sais qu'en général ça saoule un peu tout le monde dès qu'on fait des présentations un peu administratives avec des organigrammes illisibles. Donc je vous ferai grâce de ça, vous inquiétez pas. On va parler un petit peu les fréquences, qu'est-ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de toujours très compliqué de parler de quelque chose qui est immatériel, ce qui est le cas, donc on ne le voit pas, comment on va expliquer un petit peu tout ça. Après évidemment dans le monde des startups, comment l'agence peut vous aider un petit peu sur le retour d'expérience qu'on a eu depuis qu'on est arrivé ici depuis le 1er novembre. On a même découvert des choses, d'ailleurs on apprend beaucoup, on en parlera aussi. Et puis après un petit final où Louis reprendra la parole pour vous expliquer un petit peu comment ça se structure. Donc l'ANFR. Hop. Zoux. Hop, hop, hop. Hop. Donc, l'Agence nationale des fréquences, plusieurs missions déjà. Donc on a la première, c'est le rôle de l'agence, c'est d'harmoniser les fréquences. Alors, on les harmonise au niveau mondial, européen bien sûr, et en France, parce que le spectre radioélectrique est découpé en grosses tranches qui sont allouées à plusieurs grands consommateurs, qui sont les ministères régaliens, ministère de la Défense, Intérieur, l'aviation civile, etc., et quelques autorités indépendantes comme le CSA et l'ARCEP. Ces gens-là donc gèrent leurs fréquences à titre individuel. Donc nous, l'agence, on est un petit peu au-dessus de la mêlée et on gère l'intégralité du spectre un petit peu comme le ferait un syndic dans une collectivité d'immeubles. Donc ça, c'est la première gestion qu'on a. Donc on harmonise les fréquences au niveau national et au niveau international. Parce que bien sûr, malheureusement, les fréquences ne s'arrêtent pas qu'au niveau des frontières. Et pour que ça fonctionne partout, il faut bien qu'on se mette d'accord avec les Allemands, les Suisses, les Belges. Ça, c'est pour les fréquences qui portent un peu moins loin, comme la téléphonie mobile. Et si, dès qu'on utilise un peu des fréquences très très basses de type UHF, il faut vraiment aller négocier au niveau international, c'est-à-dire les pays africains, et ça va très très loin. Donc il faut vraiment se mettre d'accord pour tout ça, pour éviter évidemment les problématiques de brouillage. Donc ça, c'est une des premières missions de l'agence, donc c'est d'harmoniser les fréquences. La deuxième mission, bien sûr, c'est de le gérer. Le spectre radioélectrique est une ressource immatérielle de l'État, n'a de la valeur que parce qu'il est géré. Si ce n'était pas le cas, ça ressemblerait un petit peu à un garage où vous auriez mis en vrac toutes vos affaires. Évidemment, vous allez rentrer moins de mètres cubes que si vous vous amusiez à les ranger correctement dans des boîtes comme à une place qui leur va bien. Donc là, le spectre a de la valeur en France parce qu'il est bien géré. Donc ça, c'est la deuxième mission de l'agence, c'est de gérer précisément les fréquences radioélectriques. Chaque station supérieure à 5 watts doit être déclarée à l'ANFR. Toutes les fréquences utilisées
sur le territoire français et en dom-tom, bien entendu, doivent être déclarées à l'agence. Station, c'est un pylône avec une antenne. Les fréquences, c'est des émetteurs, hein, pas les récepteurs. Les téléphones portables ne sont pas déclarés. Les petites stations, logiquement, inférieures à 5 watts, y compris les petites stations qui sont comme en intérieur ici, en Wi-Fi, devraient être déclarées à l'ANFR. En théorie, hein, c'est pas si simple. Après, bien sûr, que pour s'assurer que le spectre soit bien géré, on a une mission de contrôle, donc la police du spectre, où on a pour ceux qui se baladent un petit peu, ont dû voir ça, des petits camions bleus qui se baladent partout et qui permettent de faire des mesures très précises. Donc là, on a du matériel de laboratoire, donc de haute technicité, qui permettent de faire des mesures très précises sur les fréquences. Et après, nous avons des missions qui sont un peu annexes, mais non moins importantes. On a la mission d'exposition au public aux ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est une part importante de l'agence qui se déplace et qui fait des mesures d'environnement de champs électromagnétiques pour voir si les populations ne sont pas... que la norme est respectée. Je ne vais pas dire, comme je ne suis pas docteur, si c'est dangereux ou pas dangereux, mais que la norme est bien respectée au niveau de l'exposition des ondes radioélectriques. On a encore une autre mission qui est la PRTV, vous avez sûrement entendu parler. PRTV, protection de réception de la télévision. Aujourd'hui, si la TNT est déployée en France, c'est l'agence qui l'a fait. Toute la planification a été faite par l'ANFR. Aujourd'hui, on a le dégagement de la bande 700, on en parlera un peu plus tard. C'est aussi l'ANFR qui l'a faite et qui coordonne et qui pilote les extinctions des émetteurs et les nouvelles fréquences qui sont mises en place sur ces nouveaux émetteurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perturbation au niveau de la continuité de service de la télévision. Et enfin, une des dernières missions qui arrive depuis un an et demi, on s'est vraiment mis en place et on s'est structuré pour faire de l'innovation. J'en parlerai un peu plus tard parce que c'est un peu le cœur du débat, du sujet. Alors, comme on n'est pas nombreux, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je préfère vous m'interrompre au fil de l'eau et puis j'y répondrai. Et puis on avancera comme ça tranquillement. Hein, on va le faire en mode décontracté, si tu es d'accord, Louis. Exactement, on a la chance d'être un peu moins grâce à la météo, du coup n'hésitez pas à intervenir. Après, Philippe sera à disposition pour échanger à la fin, mais n'hésitez pas à tout moment, je ferai tourner le micro. Alors, les fréquences. Bon, une fréquence, c'est quoi? Alors, j'espère qu'il y a quelques techniciens autour de la table, mais les fréquences, c'est quoi et c'est où? Donc évidemment, le monde des fréquences, on s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas du milieu, mais il y en a partout, partout, partout. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire, aujourd'hui, on ne pourrait plus vivre si on n'en avait plus. Pourquoi? Parce qu'on en trouve aujourd'hui le compteur Linky, par exemple, qui est aujourd'hui relié grâce à des fréquences. Vous avez évidemment toute la partie défense et sous-marin, notamment il y a des ondes de très basse fréquence qui traversent l'eau. Donc toute la partie nautique est concernée. Les secours, bien sûr, un peu plus au courant là en ce moment, ils sont très sollicités. Les véhicules autonomes sont aujourd'hui des sujets d'actualité. Aujourd'hui, ce sont des véhicules hyper connectés, donc bourrés de fréquences et de matériel embarqué, qui sont très consommateurs de des fréquences. Évidemment, le très haut débit qui va arriver bientôt avec la 5G ou le Wi-Fi 6 GHz, on en parlera, qui est la finalité du très haut débit en fibre optique, parce qu'aujourd'hui avoir de la fibre optique c'est très très bien, mais après si vous avez un Wi-Fi aujourd'hui classique, vous n'optimisez pas le très très haut débit de la fibre dans votre maison. Donc on travaille sur des bandes de fréquences un peu plus rapides qui vont vous permettre d'avoir du très très haut débit aussi juste après la fibre optique. Pas tout de suite, hein. C'est en train de s'harmoniser au niveau mondial ça aussi. Évidemment le GPS, très connu, hein, tous les services de géolocalisation, quels qu'ils soient, utilisent des fréquences, aussi bien en montant qu'en descendant. Évidemment, tout ce qui est l'aviation civile, il n'y a pas un avion qui volerait sans fréquence aujourd'hui, parce qu'il n'y aurait aucun radar qui fonctionnerait, et aucun service de sécurité embarqué non plus. Et puis, évidemment, les postes radio bien connus de tout le monde. Et j'ai pas mis un truc important quand même, c'est aussi toute la médecine, aujourd'hui, est de plus en plus hyper connectée. Donc évidemment, concernant les startups, on a isolé un petit peu avec Louis, on a passé un peu de temps pour isoler tout ce qui était aujourd'hui, à notre avis, bien sûr, on en a peut-être oublié, sûrement même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 3 petits points. Les cœurs de métier start-upers, aujourd'hui, qui nous semblent nous intéresser, nous, et où on pourrait apporter une valeur ajoutée. Alors évidemment, il y a toute la problématique, la verticale IoT. Alors IoT, on y met un peu tout là-dedans, mais quoi qu'il se passe, l'IoT, c'est pas que dans les bandes Wi-Fi aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, c'était le premier cas d'usage que j'ai eu ici quand j'ai rencontré une start-up. Sébastien, il devait être là, mais je crois qu'il était pris aussi.
où il a fait un IoT, sauf que l'IoT qu'il faisait, lui, c'est de l'IoT qui était où c'était pour des casiers à huîtres sous 20 mètres de profondeur pour monter des signaux. Et là, j'ai eu mal à la tête pour trouver des solutions techniques pour pouvoir transporter de la data dans de la flotte. C'était pas un cas d'usage qui était prévu. Contrairement aujourd'hui, où quand on fait de l'IoT, on va aller tout de suite sur des bandes Sigfox, LoRa, Wi-Fi. Là, il est arrivé avec un truc où j'avais pas prévu. Évidemment, tout ce qui est autour de la santé. Parce qu'on va en parler un peu plus tard au niveau de la réglementation. Évidemment, à partir du moment où vous commencez à toucher sur la santé, il faut faire très attention à la réglementation. Évidemment, tous les jouets connectés, c'est pareil, ça rejoint un petit peu les mêmes problématiques de sécurité que la santé. Tout ce qui est sécurité, alors ça, sécurité plutôt sécurité des services, ça pourrait être tout ce qui concerne des startups qui utilisent des systèmes de sécurité de type alarme, etc. On peut en parler aussi. On avait fait un peu le buzz avec GetLuco. Alors c'est pas trop de la sécurité, lui c'était de la surveillance de consommation d'énergie électrique en utilisant des bandes. Alors lui c'était des bandes IoT qui utilisaient des bandes 433 MHz, donc les bandes de l'APMR. Et puis évidemment, tout ce qui est mobilité, les drones, les véhicules autonomes, et j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, j'ai rencontré des startups avec des drones de sécurité qui balancent des bouées en mer, etc., qui avaient des problèmes de fréquence, notamment l'été. C'est bizarre, d'ailleurs, il faudra qu'on aille faire un tour pour contrôler. Parce que quand en plein hiver, il n'y a pas de souci, ça marche sur les bandes Wi-Fi, ça fonctionne très bien. Mais bizarrement, l'été, dès qu'il y a du monde, ils soupçonnent les municipalités de mettre des hotspots Wi-Fi sur les plages pour permettre le service. Alors que logiquement, c'est pas interdit, mais ça doit être déclaré. Donc si c'est pas déclaré, il faut qu'on aille voir quand même. Et ça limite leur portée du drone de quasiment de moitié. Donc ils sont à 1 km de portée sans ces bornes. Avec ces bornes, ils divisent la portée du drone qui est censé envoyer une bouée à quelqu'un qui se noie en mer. Ça réduit la portée de 2, c'est quand même pas rien. Et puis 3 petits points. Ça, moi je sais pas, c'est à vous et aux startups de Station F. Je peux donner un exemple. On a ici une startup qui travaille dans la viticulture. Donc du coup, c'est un exemple à ajouter. D'accord, avec plaisir que je les recevrai pour qu'on discute de tout ce qu'on peut faire pour eux. D'autant que j'aime bien le pinard. Donc, travailler une startup de la viticulture, c'est avec grand plaisir que je m'y collerai. Moi et mon directeur aussi, je ne suis pas tout seul. Voilà, donc les nouvelles opportunités, c'est les gros chantiers qu'on est en train où l'agence se positionne, parce que c'est des chantiers d'actualité. Vous avez forcément entendu parler de la 5G. Alors la 5G, j'en parle très rapidement parce que c'est pas le sujet. Je pense qu'on va faire un atelier, une masterclass à ce sujet-là, ou un workshop ANFR sur ce sujet-là, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des légendes urbaines un petit peu. Vous pouvez entrer, monsieur, il n'y a pas de souci. Ok. Donc la 5G, malheureusement, aujourd'hui, les gens font tout de suite l'amalgame avec le prolongement de la 4G, c'est-à-dire que c'est une suite logique du développement de la téléphonie mobile. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont pas dans le scope de l'agence, qui vont rentrer dans le périmètre de la 5G. Il y a des fréquences qui sont aujourd'hui harmonisées. Je sais pas, j'en parle plus long, là, où tu l'as viré ça. Non, ouais. Donc il y a des fréquences qui sont déjà harmonisées. Donc la bande 700 est une bande qui sera dédiée 5G. La bande 3, 4, 3, 8 GHz seront des bandes de fréquences qui seront dédiées 5G. Mais il y a des expérimentations sur des fréquences très très hautes à 24 GHz qui seront aussi des bandes 5G, mais qui ne seront pas des bandes dédiées à la téléphonie mobile. Donc de dire que la 5G c'est une version de téléphone, bande de fréquence dédiée à la téléphonie mobile, c'est partiellement vrai. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore tous les usages qui vont avoir lieu. On a déjà identifié les usages dédiés à la médecine, à l'agriculture aussi. On a des cas d'usage 5G pour l'agriculture. Ok, tout ça c'est en expérimentation, c'est en train de se discuter, et à l'instant que je vous parle, le premier prototype temps réel vient, quelle heure il est ? 13h ? Vient d'être inauguré, parce que le premier cas d'usage de la 5G en déploiement réel, c'est ce qui se passe en Corée avec les Jeux Olympiques. Ils ont déployé pour la première fois la 5G aujourd'hui, pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, il y a le lab de Orange qui est parti là-bas pour voir justement ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Donc après, derrière, donc ça c'est le gros chantier effectivement qu'on travaille dessus, tout ça. Donc ça enclenche derrière tout ça évidemment beaucoup d'harmonisation des fréquences. On en a fait une partie. Alors évidemment, quand on parle de 5G et qu'on monte en fréquence, enfin vous connaissez le principe, plus je monte en fréquence, moins j'ai de portée. Donc là évidemment, on va monter très très haut en fréquence, donc on va limiter la portée. De fait, l'harmonisation mondiale n'est pas trop d'actualité. Par contre,
je dis une bêtise, hein, mais je vais me corriger après. L'harmonisation mondiale n'est pas trop d'actualité, quoique, mais surtout c'est l'harmonisation européenne. Donc, comme la France est frontalière avec beaucoup de pays, il faut vraiment qu'on soit très très fin au niveau de ces fréquences-là. Néanmoins, s'il y a une harmonisation mondiale, pourquoi? C'est pour les constructeurs. Les industriels, aujourd'hui, ils ne vont pas s'amuser. Ils l'ont déjà fait avec les États-Unis et l'Europe, avoir chacun leur usine de montage. S'ils pouvaient éviter d'avoir une version d'un appareil pour les États-Unis, une version pour l'Asie, une version pour l'Europe, ça les arrangerait. Donc il y a beaucoup d'harmonisations qui ont lieu sur ces sujets-là. Et bien sûr, là aussi, les nouvelles opportunités qu'on a, nous, c'est aussi la sécurisation des objets connectés. On a plusieurs choses, on va vous en parler un peu plus tard, qui vont se lancer cette année à ce sujet-là, parce que les objets connectés, alors je ne parle pas d'IoT, je parle bien d'objets connectés, ce sont des objets qui sont en train d'exploser. On en a tous. Moi, j'ai une montre connectée, nos téléphones portables, pour moi, c'est un objet connecté. Enfin, tout, quoi. Du coup, c'est comment on sécurise ça dans le bruit qui va être énorme, où il risque d'y avoir des télescopages et des cas de perturbation, ce qui arrive assez régulièrement. Dans les transports, par exemple, on a souvent beaucoup de réseaux, mais pas de débit. Donc, ça fait partie de cette partie-là où il faut qu'on travaille pour essayer d'apporter des solutions. Déjà identifier les problèmes et puis apporter des solutions. Donc ça, c'est les sujets qui sont un peu d'actualité. Excusez-moi, hop, c'est moi qui... C'est bon, je donne mon truc là, hop. Donc du coup, comment on pourrait profiter des services de l'agence pour les startups et au sein de Station F, ça serait encore mieux. Donc, si vous êtes en phase de prototypage, vous pouvez venir nous voir parce que vous savez que votre objet doit avoir un marquage de conformité, le fameux marquage CE. Une nouvelle directive européenne est sortie, la directive RED. Donc là, c'est très récent. On est en train d'essayer de vous faire une fiche. Excusez-moi, j'ai activé le laser, j'espère que j'ai aveuglé personne. Je t'ai touché, non? Excuse-moi. Et du coup, je l'ai pas vu. Donc là, la directive RED, c'est une directive européenne qui a été lancée en milieu d'année dernière, qui est le prolongement de la directive RTTE. Donc chaque objet connecté doit pouvoir avoir ce marquage-là. C'est très complexe. Donc la grosse différence qu'il y a entre l'ancienne norme française et la directive européenne, c'est que la directive européenne impacte aussi les récepteurs. Dans la directive RTTE, c'était que ce qui émettait qui devait être certifié et suivre un processus d'homologation. Là maintenant, non seulement il y aura l'émetteur, il y aura aussi le récepteur. Alors la déclaration de tout ça, on a un site internet, on en parlera après, c'est rtte.nfr.fr, qui vous permet de déclarer, de faire du déclaratif à ce sujet-là. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe avec les startups? C'est que vous makez, vous avez les puces sont déjà identifiées, on les connaît tous, elles sont sur le marché, elles sont déjà en Europe. Donc quand vous achetez en Asie, c'est un peu plus compliqué. Donc moi je vous dis honnêtement, si vous êtes en phase de prototypage, vous ne savez pas trop ce que vous bricolez, tout va bien. Si vous commencez à avoir une idée assez concrète de ce que vous voulez faire, je vous engage quand même à regarder ce qui se passe sur le marché européen. Parce que les puces, elles sont déjà certifiées, enfin tout ce qui est rayon est déjà plus ou moins certifié, les antennes aussi. Du coup, ce n'est que de l'assemblage, entre guillemets. C'est beaucoup plus simple d'avoir une procédure dessus la directive RED si tous les composants de ce que vous avez assemblé sont déjà certifiés et en conformité européenne. Donc voilà, il y a eu le problème déjà, pas pour rien que je vous le dis. Et faites attention parce que ce type de... Attends, ouais, je termine mon propos et tu prends la parole. Ok, pas de souci, c'était juste pour vous poser une question. Ok, je termine ça et puis je te laisse la parole. Hein. Pas de problème. L'idée c'est vraiment... Comprenez bien, c'est que sans ça, vous ne pouvez pas aller en phase de commercialisation. Donc vous avez deux solutions. C'est soit vous prototypez, puis après tout, vous direz on verra plus tard, mais vous avez le risque de reprendre votre prototype et puis d'aller le jeter à la poubelle et d'en refaire un autre. Ou soit d'essayer de travailler un petit peu en amont avec toute cette partie-là, où on a des experts et on peut vous aider. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, je voulais juste rebondir par rapport à une petite remarque sur... la conformité des équipements qui sont déjà certifiés niveau radio, ouais. Bon, c'est le début de l'histoire quand même. Hein. Oui, oui, attention. Parce que le marquage CE, c'est pas que la radio. Ça suffira pas. C'est ça que tu veux dire, oui. Effectivement, vous avez la conformité électrique, basse tension, c'est ça que tu voulais parler? Oui, et même au niveau de la compatibilité électromagnétique, il y a l'aspect radio et puis... Il y a la partie CEM. Donc, voilà. Là, effectivement, alors c'est dommage, j'avais une startup qui était venue me voir et elle s'était inscrite, je pensais qu'elle serait là, Sophie, là. Elle a dû avoir un empêchement. Parce qu'en fait, elle avait posé une question qui était pertinente, elle me dit, ok, d'accord, les délais et les coûts.
Alors, je me suis renseigné, donc je vous donne l'information. Les délais, si vous passez par un... Alors, il y a deux façons de faire. Soit en mode prototypage, vous dites, moi, mon prototype, je suis déjà venu, déjà passé me voir. On a fait quelques mesures. On connaît, bon an mal an, hein, ce qui est inférieur à 20 000 watts, les rayonnements électromagnétiques. On voit à peu près que dans la norme, de toute façon, c'est largement, on est largement en dessous, il n'y aura aucun souci. Dans ces cas-là, vous pouvez tenter le coup de passer directement sur la certification. En labo, donc certifié, ça coûte... Alors, full, le marquage CE, on m'a dit environ 15 000 €. Délai de réalisation, 6 semaines. Ça, c'est... Oui, après, ça va toujours dépendre des modes de fonctionnement, du nombre de câbles, de la complexité des systèmes. Et tout. Quand je te dis ça, je dis le mec, il déroule le process. C'est un labo. Donc, ils utilisent une norme ISO. Ils font check, machin, truc bidule. Même si c'est sûr que ça passera, ils vont le faire. Ils vont cocher. OK. C'est KO. Ils arrêtent le processus. Ils disent c'est KO. Donc, néanmoins, voilà, c'est OK. Dans 90% des cas, il n'y aura pas de problème. Après, effectivement, il y a les boîtes un peu bizarroïdes. On en a vu une ou deux déjà passer ici. Après, moi, ce que je vous conseille, ce que vous pouvez faire aussi, il y a des labos qui sont notamment, qui demandent ces trucs-là, qui travaillent notamment dans les domaines universitaires. On pourra vous connecter avec ces gens-là si ça vous intéresse. Je pense à Paris Tech, par exemple, où ils ont des labs et ils font, non seulement ils font de l'analyse très précise, qu'ils ont des matériels de mesure dignes des labos certifiés, même si eux ne le sont pas. Et ils vont pouvoir, non seulement ils vont vous déminer le terrain, en fait, ils vont vous prendre votre proto, ils vont vous le passer au banc de test, et quand ils vont arriver sur la mesure qui est KO, ils vont vous dire c'est KO parce que, et pour plus que ce soit KO, il faut faire ça. Par exemple. Hein. Dans mon rêve, j'aimerais bien le faire ici aussi. Voilà, donc je vais essayer de m'équiper. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de monter en compétences, mais en ressources pour le faire. Mais je travaille Louis au corps pour avoir une petite place dédiée pour faire ça et essayer de monter au moins quelque chose qui démine un peu le terrain, quoi. Je serais ravi de travailler avec vous-même. Eh ben on ira. Parce que ça, on le fait déjà avec on fait toute la partie mesure de niveau de champ. On a la sonde, c'est assez facile à faire en place. Après, il faut un peu de matériel. Si tu es dans la spécialité, tu vas vite te rendre compte qu'il faut des analyseurs de spectre. Enfin, il faut un peu de matériel. Oui, c'est clair que ça demande beaucoup de fonds, quoi. Pas beaucoup, parce qu'on peut le faire en mode dégradé. Il y a des solutions. Mais c'est juste pour donner une tendance, en fait. Effectivement, vous n'aurez pas un beau papier qui vous dit que vous êtes confort, mais vous aurez une tendance qui, si on est largement en dessous, il n'y a pas de si on est dans les choux, quoi. Oui. J'ai des anecdotes là-dessus, on pourrait en débattre moult fois, j'en ai plein à raconter là-dessus. Donc en fait, et tous ces marquages-là, bien sûr, sont obligatoires avant d'entrer en phase de commercialisation, sinon vous risquez d'avoir une saisie, ce qui est un peu ballot, quoi. Excusez-moi. Oui. La certification, elle peut être faite aussi à l'étranger, on est d'accord? Alors en Europe, oui. Oui. C'est pas spécifique à la NFR, ça peut être fait chez Bureau Veritas ou même un petit lab chinois pas cher à Shenzhen qui peut faire cette certification. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce qu'un laboratoire chinois peut faire une certification CE? J'imagine qu'à partir du moment où il est certifié ILAC et ISO 17025, j'imagine qu'il doit pouvoir être... Alors s'il a la 17025, effectivement. Alors nous, on a un labo qui est certifié ISO, enfin qui a la 17025. Alors, les gens, qui est à Rambouillet, hein, parce que la norme ISO 17025 que tu cites, c'est nous qui l'avons écrite. Tu savais ça? Non, je sais pas. Voilà. Donc cette norme-là, c'est l'agence qui l'a faite. Donc les laboratoires que tu cites utilisent une norme qui est écrite par la NFR. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que les produits soient bloqués à la douane quand ils rentrent, ça? C'est ça, Donc ils vérifient les certifications. Si c'est fait par des laboratoires, ils regardent s'il y a bien un test report et un certificat. Mais ça, on peut prendre le point, mais ça, c'est plutôt les douaniers qui te répondront. Moi, j'ai du mal avec ça. Pas trop ma spécialité. L'import-export, pas mon boulot. Parce que 15 000 €, c'est en France, mais si on le fait à l'étranger, je me dis ça doit être 2 000 € à Shenzhen. Ok, super. Écoute, rien, mais... Ouais. Non, je parle pas du développement, je parle de la certification. Je prends. Ouais. En Chine, on ne va pas forcément vous dire, c'est là le souci. Donc, essayez de faire Ah, mais il y a certains labs en Chine qui permettent de faire du consulting avant de faire la certification. Ils vous accompagnent sur la partie développement pour déminer le terrain. Et ils s'assurent qu'ils le déminent bien parce qu'après, ils font la certification. Donc après, il peut y avoir des problématiques de conflit d'intérêt, ça c'est autre chose. Mais ils peuvent... mon propos, c'est pas de dire faites-le en France, ça coûte 15 000 balles. Hein. Le propos, c'était bien, c'est qu'on m'avait posé la question et j'avais pas la réponse. Donc en fait, j'ai gratté un peu pour le trouver. Des labos certifiés ISO 17025 en France, il n'y en a pas non plus des milliers qui le font. Mais voilà, donc moi je me suis retourné naturellement, j'avais même pas pensé à cette solution-là. Mais il faut que le labo soit certifié ISO 17025 et membre de l'ILAC, je pense.
17025. Ouais. De toute façon, ils sont contrôlés après. À partir du moment où ils sont certifiés ISO 17025, la douane le reconnaît. Logiquement, oui. D'accord. Mais à voir les douaniers, par contre. Pardon? Quel type d'ISO 17025 en fait? Parce qu'il y en a plein. Oui, c'est la norme de laboratoire et de mesure. Hein, c'est des mesures. En fait, c'est la norme de mesure de laboratoire, donc tu as des spécialités après. Ouais, des sous. D'accord. Parce que nous, on vise en fait cette certification, mais ça ne concerne pas du tout. En fait. Ah non, mais les laboratoires de pharmaceutiques ont cette norme-là aussi. Enfin, c'est toute la norme, la 17025, c'est la norme qui embarque les protocoles de mesure. Oui. Il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Super. La norme CE, elle est autodéclarative, non? Le marquage CE, il est autodéclaratif. Ouais. Ça c'est autodéclaratif et ça te donne un certificat de conformité. Ça ne donne pas le marquage CE. Ça te donne le processus de l'agence. Quand tu fais ton déroulé ici, là, ça va te donner un certificat de conformité. Parce que c'est autodéclaratif, donc tu t'engages. Ok. Tu t'engages, toi, en disant, ok, tous les trucs qui sont dans mes composants, qui sont dans mon matériel, que j'ai passé pour avoir un certificat de conformité, sont conformes. Si après tu as un problème, nous on dit, oui, maintenant il s'est auto-déclaré. Donc, s'il n'a pas fait son boulot, mais malgré tout, quand tu fais la RTTE, on n'est pas là pour vous assassiner. Le but du jeu, c'est de vous aider. Donc, quand tu fais ton truc là, quand tu fais ta déclaration, quand tu déclares précisément le matériel technique qui est embarqué, les puces qui sont achetées en Europe, on les connaît par cœur. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas 50 000, c'est des Realtek. Enfin, c'est toujours les mêmes. Quoi. Enfin, je veux dire, ok. Donc, et on pourra, il y aura pas. Enfin, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Et je sais pas sur le nombre de dossiers qui passent à l'agence qui sont vraiment problématiques. Il n'y en a pas beaucoup. Les mecs qui arrivent avec un véhicule autonome, là, je les engage quand même fortement à venir voir ce qui se passe. Quelqu'un qui fait un petit boîtier pour savoir s'il y a du courrier qui arrive dans la boîte aux lettres. Enfin voilà quoi. Enfin, on est sur des puissances qui sont ridicules, avec une antenne où il n'y en a quasiment pas, avec 0 dB de gain. Enfin, qu'est-ce qu'il veut il peut rien se passer. Mais la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on doit passer par un laboratoire qui est certifié, etc., etc. De manière, j'avais l'impression que vous disiez que c'était obligatoire de passer par un laboratoire. Pour le marquage, si de toute façon c'est autodéclaratif, c'est pas nous qui choisissons. Si c'est toi qui choisis, mais tu prends les risques. Ouais, d'accord. Mais le risque, c'est qu'on nous demande de repasser des tests en fait. Oui. D'accord. Et on peut te dire aussi, pour l'instant, vous commercialisez pas tant que vous n'avez pas passé les tests, parce que nous on a. C'est pas moi qui gère ça. Là, toute cette partie-là, c'est partie douanier. Mais je comprends qu'il y a des questions qui vous interpellent. Nous, on est vraiment sur la partie Radiocom. Je suis désolé. Hein. Il faut que je monte en compétence. Je vais essayer de faire des efforts. Mais au niveau douane, INPI et compagnie, c'est un peu plus compliqué. C'est l'administration, ça serait trop simple. Si un pauvre bonhomme comme moi pouvait avoir toutes les réponses à toutes les questions de l'administratif. Oui, excuse-moi, ça y est, ça commence. Donc, ok, donc. Nous, on est là pour partager des choix d'expertise. On est là aussi pour vous aider un petit peu, notamment sur les bandes de fréquences, parce que le spectre étant hyper bien géré en France, on ne peut pas faire n'importe quoi sur n'importe quelle bande de fréquence. Donc, on est là aussi pour vous conseiller selon le cas d'usage que vous voulez développer. Si vous avez un usage, je ne sais pas quoi, un truc bidule dans l'agriculture et qui a besoin de portée, on peut peut-être vous dire, au lieu de prendre du 433 MHz qui risque d'être un peu encombré, un peu pollué par les radioamateurs, passer plutôt sur du Sigfox un peu plus haut, en 868 par exemple, etc. Donc selon votre cas d'usage, on peut vous orienter ou pas sur un choix de fréquence. Hein, c'est un truc aussi qu'on peut faire sans trop de difficultés. Évidemment, on s'assure que nous, comme on a une maîtrise aussi de ce qui se passe en Europe, on peut vous dire, si vous avez une visée à l'export, de vous dire aussi l'attribution de ces fréquences-là à l'international. Hein, c'est géré par un énorme document qui s'appelle le Tableau national des répartitions des bandes de fréquences, qui découle d'un énorme document en 5 volumes rouges, qui est le règlement des radiocoms de l'UIT. Donc après, si vous êtes en phase d'expérimentation, donc là vous avez déjà maké votre truc, il est un peu plus solide, il a un boîtier, voilà, vous êtes limite en phase post-pré-production. Et on peut vous faire une petite mesure d'environnement des ondes. Alors évidemment, c'est une mesure d'environnement. Vous allez me dire, oui, d'accord, pour ça, il faut être dans une cage de Faraday pour avoir un truc très précis. Certes. La norme, elle est de combien, vous savez, l'exposition aux ondes électromagnétiques ? 30 volts par mètre. Ça, c'est la norme. À l'agence, à partir de 6 volts par mètre, on commence à regarder de plus près. Parce que, principe de précaution. Parce que, comme on ne sait jamais. Si votre appareil, je le prends ici, je le mesure avec la sonde, il est à 1 volt par mètre, ok, c'est bon, no stress, quoi. Ça va bien se passer. Excuse-moi, je te gêne. Non. Donc, voilà. Donc ça, c'est test de conformité, on peut le faire. Évidemment, il y a plein de laboratoires qui sont certifiés. Mais moi, ici, j'ai la sonde. Elle est là. Hein. Donc, elle n'est pas là à l'agence pour l'instant, mais elle sera là à demeure. Donc, si vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas trop de soucis, venez me voir. C'est pas très compliqué, ça prend 10 minutes. On peut faire ça, et puis vous aurez une idée, quoi.
En plus, c'est des Narda, donc c'est vraiment des vrais sondes très étalonnées. Voilà, donc il y a certes toujours une petite tolérance, mais en général, ça se passe bien. Là, c'est pareil, j'ai un vrai use case aussi avec une startup qui était venue, qui montait des box un peu complexes. Et quand il avait maké en Auvergne, donc c'était vraiment le montage, on sent bien le vrai montage start-up, quoi, un petit peu fond de garage, le truc, la petite boîte en aluminium autour, enfin le truc avec les bouts de fil qui passaient. Enfin, on était à 7 volts par mètre à la sortie de l'antenne, donc ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même qu'ils fassent des efforts sur l'environnement de la carte qui rayonnait, parce que ça risquait de poser des soucis à terme. Du coup, ils avaient un marché qui est sur un grand distributeur très important, et donc ce distributeur-là a exigé de la société qu'elle fournisse un certificat de conformité aux ondes électromagnétiques, parce qu'il avait derrière lui toute la partie syndicale qui lui est tombée dessus en disant: nous, on veut bien que ces boîtiers-là rayonnent là où travaillent vos agents, à l'unique condition qu'on ait un certificat qui nous garantisse que les agents qui sont en dessous ne risquent rien. Donc ils ont été obligés de prendre le taureau par les cornes sur cette affaire-là. C'était un paramètre qu'ils n'avaient pas du tout intégré dans leur business model. Après, évidemment, on peut faire aussi, en phase d'expérimentation, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est des parties expérimentales, choix de lieu, etc., et des conditions de stress. Alors, ça me tient à cœur parce que j'adore ça. Donc, l'expérimentation, on a déjà des use cases, on a pris une start-up, on va l'accompagner sur un use case, notamment qui travaille sur les problématiques de GSMR. Ça vous parle, ça, le GSMR? C'est les conflits qu'il y a entre les bandes de fréquences de la téléphonie mobile, que vous utilisez tous les jours, et le téléphone qui a le conducteur d'un train, d'un TER ou d'un TGV, qui permet de sécuriser, de le sécuriser lui quand il est tout seul dans son train. Donc, et ça se tape dessus. Donc le GSMR, c'est un truc européen, et malheureusement, il y a des cas de brouillage. Et il y a une start-up qui a inventé un système qui permet de sniffer en permanence les lignes de chemin de fer pour détecter ces pics ou ces creux, ces problématiques. Donc on va l'accompagner, on va réunir les spécialistes de cette problématique-là. Ça tombe bien, c'est piloté par nous. Et on va prendre un point qui frictionne entre ces deux réseaux, ces deux technologies, donc le GSMR et la téléphonie mobile. Et on va déployer son système pour voir s'il est périn ou pas, si ça marche ou si ça ne marche pas. Premier cas d'usage. Voilà. Donc ça, parce que on peut le faire. Et après, création de conditions de stress, parce qu'effectivement, quand vous travaillez dans vos... Alors, les gens mec, c'est souvent sur une coin de table, un petit labo très sympatoche. L'environnement est relativement sain. Et là, je vais m'équiper aussi, donc ça va t'intéresser. Alors là, par contre, j'ai pas trop le choix, il va falloir que je passe par la Chine, parce qu'en France, on n'en trouve pas beaucoup. Soit je vais faire des émetteurs qui bavent, ça c'est pas très compliqué, avec 3 soudures un peu mal faites, on arrive à faire des trucs assez rigolos. Ou à m'approprier, c'est complètement illégal, en France, on a le droit de le faire, quelques petits brouilleurs, on mettra une puissance très minime pour voir si l'appareil qui va se connecter peut résister au stress de l'environnement ambiant. Ce que je vous expliquais au début de l'intervention, c'est que plus il y a d'objets connectés, plus vous avez des risques de brouillage, enfin d'objets qui rayonnent, tout. Donc il faut qu'on arrive à démontrer que l'appareil qui va être maké et commercialisé est un peu durci pour pas avoir. C'est pour vous, c'est pour pas que vous ayez des problèmes, des retours après, des bad buzz sur la commercialisation qui aurait foiré parce que Oui, s'il te plaît. J'ai une question. Si l'ANFR accepte de faire une expé avec moi, est-ce que je paye ou pas l'ANFR? Comment ça se passe? Est-ce qu'on contractualise? Oui, ça s'arrange au coin du bar. Enfin, on fait un truc classique, quoi. C'est filmé, je te répète. Ah zut, pardon. Donc alors, ça s'arrange. Oui, enfin, effectivement, on contractualise avec une bonne poignée de main et puis ça se passera bien. Non, mais on fait comme d'habitude. Je veux dire, on travaille en bonne intelligence. Parce qu'en fait, moi, je suis un opportuniste. Ne vous inquiétez pas. Je fais pas ça gratuitement. Il y a forcément quelque chose pour moi derrière tout ça. Et je vais vous le dire. Parce qu'on joue à transparence. Je vais vous le dire. Ce qu'on gagne nous à faire ça. Donc en résumé, nous, on est là pour répondre aux questions techniques et réglementaires. On est là pour orienter sur des choix technologiques. Alors j'ai bien mis orienter, pas conseiller, parce qu'après ça pourrait être mal interprété. Donc on oriente sur des choix technologiques en vous disant, là, nous on serait vous, là c'est pas mal, là, tel risque, là, tel risque. Après vous faites ce que vous voulez. On oriente aussi vers d'autres acteurs publics ou privés de l'écosystème fréquence, au national ou international. C'est ce qu'on fait pour la startup que j'ai énuméré tout à l'heure avec les problématiques de train, où là, on va pouvoir l'orienter sur Cinérail, SNCF, etc. Et puis au niveau international, parce que s'il y a des problématiques qui rayonnent un petit peu du territoire français, on peut aussi les aborder.
Et on fait un accompagnement sur la durée, parce que ça, c'est un truc que je n'avais pas du tout mesuré au départ quand on avait postulé sur cette partie French Central, cette initiative. Je pensais un petit peu que ce serait du one-shot. C'est-à-dire qu'effectivement, je pensais avoir des questions de type, comme tu as soumis, truc à les certifications, après, merci, on se serre la main, les copains. Et puis basta. Et ben non, c'est que ça revient vite, parce que des questions entraînent d'autres, et puis même moi, j'apprends tous les jours. C'est pour ça que je suis content. Je suis content d'être là parce que j'apprends tous les jours. Donc on fait un accompagnement sur la durée, c'est-à-dire que sachez que si vous venez nous voir, on vous plante pas après le premier rendez-vous en disant voilà, vous avez eu l'information, maintenant démerdez-vous. Non. Non, 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 si vous avez des problèmes, vous revenez nous voir. On est vraiment là pour vous aider et pour moi, ça serait presque... Que se passe-t-il là? Ah. C'est joli, oui. Donc on est vraiment là pour trouver des solutions ensemble. Et pour moi, il serait hors de question de... Enfin, ça serait un échec personnel de pas aboutir à quelque chose et de vous laisser sur votre faim. Enfin, c'est même pas envisageable. D'ailleurs, je serai licencié dans la foulée par mon directeur ici présent. Donc, il est absolument hors de question que je vous plante et que ça fonctionne, qu'on trouve pas une solution. Absolument hors de question. Voilà. C'est clair. Donc, je pensais, tu vois, j'avais prévu plein de trucs, tu vois, en fait. Est-ce que j'en parle là maintenant? Parce qu'effectivement, je vais quand même vous dire comment nous on y gagne dans cette affaire-là. Parce que quand on négocie des technologies ou des fréquences sur la 5G, on est sur un horizon 4 ans, 8 ans. Quand on commence à avoir de la perspective sur du long terme comme ça, et qu'on défend les positions françaises au niveau européen et mondial, il est bon d'avoir une tendance du marché de ce qui va se passer. Donc, grâce à vous, on sniffe ça. C'est-à-dire qu'on voit ce qui commence à émerger. Il y a des problématiques qu'on voit pas forcément parce qu'on est dans des débats d'experts. Les débats d'experts, en général, les experts, ils aiment bien se mettre autour d'une table, bien manger, et s'autosatisfaire de leur immense connaissance. Et ils oublient un petit peu ce qui se passe en bas. Donc, grâce à vous, on a maintenant cette connectivité vers le bas, ne me faites pas dire, c'est filmé, il faut faire gaffe quand même. Vous ne tirez pas vers le bas, bien au contraire, vous nous tirez vers le haut, mais d'ailleurs, des connectivités sur ce qui se passe réellement sur le terrain, les vrais use cases et les vrais nouveaux cas de business. Parce que grâce à ça, et d'ailleurs, on l'a découvert, même nous, on ne se pensait pas, on nourrit nos réflexions, et aujourd'hui, ça devient une forte demande de l'agence en interne, qui viennent me voir tout le temps, de quoi ils te parlent, parce qu'ils ont besoin de ça. Donc, nourrissez-nous de ce que vous faites, parce qu'on a besoin de vous. Voilà. Hop là. Alors, un petit aparté sur ce qui va se passer. On en a fait 2 hackathons, on va en faire un 3e. Ça, c'est un petit peu de la pub interne. J'aimerais bien que vous le relayiez pour ceux qui le peuvent. Parce que la thématique de cette année qui a été abordée, on a commencé par travailler sur nos data. Qu'est-ce qu'on pourrait faire des données que possède l'agence dans le cadre de sa gestion des fréquences. Donc on a mis à disposition plein de data. Il y a des choses qui sont sorties, très bien. L'année dernière, on a fait rendre visible l'invisible. On a d'autres choses qui sortent, qui vont vous être présentées en 2018. Du hackathon. Vous allez voir des applications qui font des mesures de niveau de champ. Vous allez pouvoir récupérer vos propres données et faire plein de trucs avec. Et cette année, la thématique du hackathon, ça va être... c'est la gestion des fréquences en temps de catastrophe naturelle. Alors là, on est vraiment dans des... Parce que moi, ça m'énerve, je suis un agent de l'État, et de voir qu'il y a des gens qui souffrent suite après la tempête Irma, par exemple, ou lors des inondations, parce qu'ils ne peuvent pas prévenir leur famille pour plein de raisons, ou qui n'ont pas été prévenus qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, on est en 2017, c'est plus possible. Donc, on est même en 2018. T'as raison, 2018. En fait, parce qu'en 2018, j'ai eu 50 ans, j'ai du mal à passer ce cap. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de venir, de créer, d'essayer d'inventer un nouveau service public qui permettrait de prévenir en amont les gens, les alerter pour qu'ils puissent se mettre en sécurité, et d'avoir de nouveaux systèmes pour pouvoir monter le plus vite possible en ces réseaux après l'événement pour qu'ils puissent communiquer avec leurs proches pour les rassurer. C'est la moindre des choses. On est en 2018, j'arrive même pas à comprendre que ce soit pas fait. Ça existe ailleurs, donc il faut qu'on arrive à le faire. Donc venez nous aider aussi. On va faire ça. Suivez-nous sur Twitter, il y a Quentin qui est derrière qui s'occupe de ça. Suivez-nous sur Twitter, vous allez avoir des informations là-dessus, on va communiquer, vous inquiétez pas. Ça sera fin mai. Le lieu, c'est un peu le problème, on ne peut pas le faire ici, autrement ça aurait été parfait, mais bon, on va trouver un lieu pour le faire. On va faire venir déjà des systèmes qui existent, qui sont bidouillés par des associations qui font ça. Les radioamateurs font des trucs aussi, bon, c'est pas très durci, on va essayer d'améliorer tout ça. On va bosser sur un week-end complet là-dessus. Je suis sûr, en 2 jours, on va trouver des trucs qui marchent. On va proposer ça, on va essayer de faire venir un peu les politiciens et qui prennent des décisions, quoi.
et qui disent voilà, il y a des systèmes qui marchent, il n'y a plus qu'à. Donc venez nous aider, on va faire des trucs fantastiques, et là, ce coup-ci, on va y arriver comme les années suivantes d'ailleurs, mais on va y arriver. Donc, ça sera fin mai, le dernier week-end de mai. Hein, je veux dire, hein. Là, c'est pareil, de toute façon, on a les mails des gens qui sont inscrits. Donc voilà, donc on vous informera de tout ça. Parce que c'est, enfin, je veux dire, les problématiques climatiques, c'est en fait, pour nous, État, bien sûr, c'est la sécurité des personnes, mais s'il y a des startups sur le monde de l'agriculture, aujourd'hui, vous ne pensez pas que les paysans, ils auraient besoin d'être prévenus s'il y a un nuage de grêle qui arrive quand même? Enfin, je veux dire, en temps réel. Ben, il y a plein de choses qu'on pense que c'est le cas déjà. Ouais, bon. Donc, aidez-nous à vous aider, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, bah, c'est pas très compliqué. Si tu veux prendre la parole, Louis, c'est toi qui parles là ou c'est encore moi? Non, t'as parlé du sujet blockchain ou pas encore? Non, c'est bien. Donc en fait, il arrive là. Donc on a gagné un concours l'année dernière, deux en fait. Le premier qui finance notre présence ici, et le deuxième qui est un projet blockchain complètement disruptif, où on va essayer de faire de la réservation de fréquences en mode blockchain. C'est-à-dire que les sociétés, en temporaire pour l'instant, sur un petit périmètre, les sociétés pourront réserver leur fréquence radioélectrique, ce serait comme un actif. Vous aurez une sorte de licence qui vous dit, voilà, je suis là, j'ai le droit de l'utiliser à cet endroit-là, pendant tant de temps et tant d'heures. Un petit peu comme une gestion de compte tennis, mais en mode dynamique. Et où nous, on serait complètement transparent parce que ce sont des fréquences libres de droit. Aujourd'hui, quand vous utilisez des fréquences IoT, elles rentrent dans la catégorie des fréquences libres de droit parce qu'elles ont une puissance inférieure à 1 watt, etc., etc. Il y a plein de conditions techniques, bien sûr, mais elles sont libres de droit. Mais par expérience, l'agence travaille sur les grands événements de type Jeux Olympiques, Tour de France, etc., etc. Et on gère le spectre pour ces événements-là parce que s'il y a trop de gens, d'utilisateurs, au même endroit qu'utilisent ces fréquences-là, ça devient l'anarchie. Donc, plus personne ne peut travailler. D'où l'idée de la blockchain pour dynamiser tout ça. Donc ça, c'est pareil, on embarque toutes les startups, tous les gens qui veulent, de bonne volonté, qui veulent participer à ce projet-là, seront les bienvenus. Le cahier des charges est sorti, on ne peut pas parler de techno pour l'instant parce qu'on est encore en appel d'offres, on attend la réponse. La techno va être choisie, nous verrons. On ne parle pas de crypto-monnaie là, on parle bien de blockchain, de réservation dynamique. Et par contre, on va embarquer, on va faire des workshops réguliers, on va embarquer tous ceux qui veulent venir avec nous sur cette affaire-là. On va aller très très vite. On va avoir le MVP, c'est même pas un POC qu'on va faire, parce qu'on est sûr que le POC ça va marcher. On fait un MVP et en septembre il est en opération, il est opérationnel. Sur le site ici, et sur un site grand événement, on l'a pas encore identifié, on verra, qui sera peut-être une étape du Tour de France, on verra, pour le tester. Voilà, donc on embarque tous ceux qui veulent en faire partie, n'hésitez pas. Tout c'est un sujet un peu à la mode, la blockchain. Et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure, grâce à vos use cases, l'agence pourra enrichir son argumentaire lors des conférences et ainsi défendre au mieux vos intérêts et bien sûr les intérêts de l'État. Voilà, et je pense que là maintenant, et voilà, c'est à Louis. Je reprends la main pour vous dire qu'au sein de la French Tech, il y a une communauté d'entrepreneurs qui s'est engagée dans des actions collectives dans le cadre d'un ce qu'on appelle un réseau thématique French Tech, dont le nom c'est IoT Manufacturing. Donc c'est pas nous depuis Bercy qui avons décidé que le sujet était intéressant, mais c'était un appel à différentes communautés d'entrepreneurs en France. Et ce sujet-là est remonté de manière très importante. Et donc on a des entrepreneurs, quelques acteurs de la recherche, quelques incubateurs, dont Vinaio d'ailleurs qui est dans Station F et à proximité d'ici, qui sont engagés pour faire des actions communes. Alors c'est soit des actions communes internationales, donc ils partent ensemble dans des salons internationaux pour accroître leur visibilité, soit ils font en France des événements en commun pour avoir plus d'impact auprès des financeurs par exemple. Et donc du coup c'est une communauté vraiment 100% privée, donc que vous pouvez rejoindre et qui est présente partout en France, donc je voulais le citer. Et dernier élément, on fait des masterclass toutes les semaines et donc les prochaines sont avec Business France Export. Donc voilà, c'est des projets de partie internationale mardi prochain pour avoir beaucoup d'informations sur le sujet. Et si par ailleurs vous avez envie d'avoir des clients dans l'administration, dans les ministères, dans les collectivités territoriales, c'est parfois un peu long, un peu complexe, un peu difficile à déchiffrer. Et donc parfois on a beaucoup de boîtes qui se récupèrent les marchés et c'est pas forcément ouvert à beaucoup de startups. Et donc du coup, le 27 février aussi, on fera un décryptage un petit peu sur comment bien vendre à des acteurs publics. Voilà, ce sont les prochaines masterclass.
Et par ailleurs, comme je disais là au début de l'introduction, vous pouvez prendre ici rendez-vous avec l'URSSAF, les impôts, avec l'Agence nationale des fréquences, avec beaucoup d'autres acteurs. Donc n'hésitez pas. Chaque semaine, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec ces gens-là. Donc ils sont à disposition. Donc, je remercie Philippe pour l'Agence nationale des fréquences. Juste, je dis un petit mot. Vous avez bien compris, il y a à la fois l'agence qui est là pour vous accompagner, soit en expertise technique ou juridique, puis aussi pour vous accompagner un peu dans le temps, si vous cherchez des terrains d'expérimentation. Donc c'est parmi les acteurs qu'on a, c'est un acteur assez unique qui propose un peu cette double expertise. Vous ne venez pas juste pour parler démarche et conformité à une norme, mais vous pouvez aussi tester concrètement vos prototypes. Donc je vous invite à venir en profiter. Ils sont là très souvent ici à Station F. Écoutez, je vous remercie, et puis n'hésitez pas à venir discuter avec Philippe ou avec Yann de l'agence qui sont ici pour vous. Merci à vous.